On ouvre la deuxième page de ce 21-23, consacré donc en ce jour anniversaire du 16 octobre aux 5 ans de l'assassinat, de la décapitation de Samuel Paty près de son établissement scolaire des Yvelines. On va en parler notamment autour d'un documentaire diffusé en ce moment sur les plateformes de France Télévisions et de Public Sénat, un documentaire bouleversant. On va en parler justement autour de cette table avec vous, Xavier Boissel. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de lettres en lycée et en écrivain, et vous êtes un écrivain. Votre dernier roman, qui s'appelle Fond Noir, chez 10-18, c'est un polar, mais il est dédié à Dominique Bernard, qui lui a été assassiné 3 ans après Samuel Paty. On va en parler également. Vous le connaissiez très bien, Dominique Bernard, vous aviez fait vos études ensemble, et vous nous parlerez justement de du rôle de ces professeurs en toute première ligne aujourd'hui, alors que la laïcité est peut-être en balance dans notre République. Abdelali Mamoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes imam de la Grande Mosquée de Paris. Votre dernier ouvrage, L'Islam contre le radicalisme, est aux éditions du Cerf. Et puis Michel Vieviorca, bonsoir, on vous retrouve, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, auteur de L'idée de gauche peut-elle encore faire sens, aux éditions de l'Aube. Vous êtes aussi président du conseil scientifique et culturel du musée Mémoire du terrorisme. Alors, on vous en parle cette semaine car 13 octobre 2023, c'était l'assassinat de Dominique Bernard. 16 octobre 2020, Samuel Paty. Il y a donc eu, mardi dernier, il y a 2 jours, une minute de silence, notamment en France et dans tous les établissements scolaires. Est-ce que ces drames parlent encore à la jeune génération? On regarde d'abord le reportage de Laetitia Legendre et on en parle juste après. Se souvenir, toujours. Une profonde émotion et le recueillement ce matin. Pour une minute de silence dans ce lycée lillois, en hommage aux 2 enseignants assassinés par de jeunes terroristes. Partout en France, les collèges et les lycées ont honoré la mémoire de Dominique Bernard, tué il y a 2 ans à Arras, et celle de Samuel Paty, exécuté en région parisienne il y a bientôt 5 ans. Vive la liberté, vive le mois d'octobre est un mois de deuil. Ne l'oublions jamais. Ils ont été tués parce qu'ils avaient à cœur d'enseigner et de transmettre. Samuel Paty et Dominique Bernard ont marqué ses élèves. Leur histoire reste gravée dans leur mémoire. Pas oublier que ça existe et que malheureusement ça existe, mais il faut avoir un hommage, rendre un hommage à ces personnes-là qui ont donné beaucoup au sein de l'éducation nationale. C'est important de, même des années après, continuer à se rappeler d'eux, parce qu'ils ont vraiment été importants du coup dans notre histoire. Si les enseignants ont conscience que leur métier parfois les expose, pas question pour autant de renoncer à enseigner. C'est évident qu'il y a un avant et un après. Il y a eu Charlie Hebdo, enfin, il s'est passé beaucoup de choses en France ces dernières années. Malgré tout, c'est indispensable de s'autoriser à parler de tout à partir du moment où on le fait avec bienveillance et dans le respect de la parole de chacun. On ne s'interdit rien en tant qu'enseignant, on n'interdit aucun dialogue avec l'élève, bien au contraire. Les objets que les élèves ont fabriqués pour cette journée sur le thème de la laïcité iront décorer un square à Paris qui porte le nom de Samuel Paty. La colombe, Marianne, l'égalité, la réponse de la communauté éducative aux crimes qui ont frappé l'école par 2 fois au cœur du mois d'octobre. Xavier Boissel, vous êtes professeur, agrégé de lettres. Vous avez des secondes en ce moment, je crois, qui étaient en CM2, il y a 5 ans. Tout à fait. Et vous avez fait cette minute de silence avec vos élèves mardi dernier, il y a 2 jours. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Dans un premier temps, vous faites très bien de rappeler qu'ils étaient en CM2 lorsqu'il y a eu, quand est survenue la tragédie donc, de Samuel Paty. Là, maintenant, ils sont en seconde. Et quand on leur a parlé de cette minute de silence, qui est venue un peu in abstracto, il faut quand même le dire, ils étaient un petit peu désorientés. Donc la première chose que je leur ai demandé qui était Samuel Paty, qui était Dominique Bernard. Je leur ai demandé pourquoi on faisait cette minute de silence. Là, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une très grande confusion. Donc il a fallu recontextualiser, réexpliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Confusion sur quoi? Entre les 2 histoires ou Oui. Confusion entre les 2 histoires, confusion sur la manière dont les événements s'étaient déroulés, confusion aussi dans les mobiles, dans les choses.
dont elle s'était passée, et confusion aussi géographique, confusion aussi dans ce que les professeurs enseignaient. Voilà, donc ça m'a pris quand même un petit quart d'heure pour remettre tout ça en perspective, pour reparler de tout ça avec eux. Abdelhani Mamoun, comment vous en parlez-vous aux jeunes qui vous entourent de ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 2 ans, toujours dans cette logique de transmission des valeurs de la République, comment on fait? Bien, moi, ainsi que tout le corps des imams de France, et celui de la Grande Mosquée de Paris, bien entendu, à travers son recteur, ont toujours témoigné leur totale sympathie et leur émotion forte devant ce drame barbare qui n'a pas de qualificatif. On ne peut même pas lui donner tellement il est odieux, que ça soit à l'égard de Samuel Paty ou de Dominique Bernard. Tous les deux ont été tués de manière injuste. Ce sont des innocents qui sont des victimes de la barbarie, purement et simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, comment on l'explique? Comment on l'enseigne? Comment on éduque des jeunes, que ce soit, alors j'allais dire des jeunes français, qu'ils soient musulmans ou pas? En tout cas, dans les mosquées, et notamment à la Grande Mosquée de Paris, le discours est clair. Il est strictement interdit et proscrit et inadmissible que l'on ôte la vie de quelqu'un, pas à cause de ce qu'il aurait pu dire, pour avoir eu le droit et la liberté de s'exprimer comme bon lui semble, que cela nous plaise ou pas. On ne peut pas utiliser la violence contre quelqu'un avec qui on est en désaccord. On peut être en désaccord avec Samuel Paty, on peut lui dire, voilà, ce que vous avez fait, c'est pas normal. Mais aller jusqu'à lui ôter la vie, et de manière la plus monstrueuse, en le décapitant, c'est une autre histoire. Et parce que ce ne serait pas normal pour un professeur de la République d'éduquer, par exemple, à la liberté d'expression Si, il faut. C'est une valeur qui est intrinsèque non seulement à la République, mais aussi à l'islam. La liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté de s'exprimer comme on veut et comme on le désire, est intrinsèque aux valeurs de l'islam. Donc, comment peut-on interdire à Samuel Paty, avec qui on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord sur ce qu'il a fait, ou Charlie Hebdo auparavant, on peut ne pas être d'accord. Mais aller, parce qu'on n'est pas d'accord, ôter la vie, mais de quel droit vous faites cela? De quel droit a-t-on le droit? Dans quel texte, dans quelle religion abrahamique, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, on peut se donner le droit de commettre ce genre d'atrocité? C'est totalement inadmissible. Nous avons été profondément attristés. Nous sommes jusqu'à maintenant attristés. Cet événement restera une marque indélébile, comme étant une atteinte à la liberté de conscience, à la liberté et notamment à la volonté de nuire à la laïcité. Pour moi, je le répète à tous mes fidèles, à tous mes coreligionnaires, la laïcité est une chance pour nous. C'est une chance pour toutes les religions. C'est une chance qui permet de mettre tout le monde sur un même piédestal. Tout le monde avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cette laïcité, on doit être dans son camp. On ne doit pas être contre elle. Aujourd'hui, il y a, dans un discours religieux qui existe à l'extérieur de notre territoire et qui est importé à travers les médias, à travers les réseaux, dans lequel on montre la laïcité comme étant l'essence même de la mécréance, de l'atteinte aux préceptes de l'islam, etc., etc. C'est totalement faux. La laïcité aujourd'hui, telle comme elle est imprimée dans les articles de loi 1905, elle est totalement compatible avec l'islam. Michel Vieux-Viorca, votre travail, justement, l'un de vos travaux, c'est vraiment la mémoire, que ce soit à travers le musée Mémoire du terrorisme. On vous a reçu sur ce plateau, évidemment sur d'autres choses, les génocides, la Shoah. Comment on transmet à une jeune génération, comme ça a été votre travail peut-être par rapport à la Shoah, à des génocides, comment on transmet la mémoire de Samuel Paty, de Dominique Bernard? Alors, la question est assez compliquée, en l'occurrence, parce que plusieurs choses doivent être transmises. Pas seulement la mémoire de l'horreur qui vient d'être rappelée, mais ce crime n'a pas visé n'importe qui. Il a visé quelqu'un qui était au cœur de ce qui est la République. Et donc il a atteint la République en son cœur. Bien sûr, le terroriste est toujours abject, mais là,
c'est la République, l'école, le système éducatif et celui qui le fait vivre qui sont touchés. Donc transmettre quelque chose, c'est en même temps transmettre un fait historique, une horreur, et transmettre en même temps quelque chose qui a atteint à la République, donc le discours sur la laïcité, sur les valeurs et ce genre de choses. Donc ça rend la chose difficile, premièrement. Deuxièmement, c'est difficile aussi parce que c'est une mémoire difficile à faire vivre. Si vous prenez le génocide des Juifs, la Shoah, jusqu'à peu, parce que maintenant c'est fini, mais jusqu'à peu, c'était une mémoire vivante. Vous aviez des témoins, vous aviez des survivants, vous aviez des coupables, vous aviez des procès, vous aviez donc vous aviez des familles concernées où on en parlait. Enfin, c'était un sujet qui, comment dirais-je, était porté par tout un ensemble de choses qui rendaient plus forte la mémoire. Ici, je ne dis pas que cette mémoire n'est pas vivante, mais c'est plus difficile. Je trouve remarquable les efforts des deux sœurs de Samuel Paty qui s'expriment actuellement. On va les revoir dans un documentaire. C'est une très bonne chose. Gaël et Michael. Et justement, elles ont le sentiment que c'est difficile de faire parler même de tout ça. Et donc, troisièmement, c'est difficile aussi parce qu'il y a un effet de sidération qui n'est pas encore derrière nous. Si aujourd'hui on parle de la Shoah, puisque je parle de choses très différentes, mais la sidération, elle date des années 70 ou 80. Et par conséquent, elle a été, si j'ose dire, digérée. Là, on est encore sidéré de ce qui s'est passé. Et quand on a été sidéré, c'est difficile. Et donc, moi, j'étais très content de vous entendre, de dire qu'il faut expliquer. Il ne faut pas simplement dire aux élèves, on va vous donner une minute de silence et après la vie continue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut expliquer, il faut contextualiser. Donc, on ne peut pas faire vivre une mémoire. On peut faire vivre, je crois, beaucoup plus un ensemble de mise en garde, d'explications, de mise en contexte, qui soit quelque chose qui, bien sûr, rappelle qui a été Samuel Paty, mais qui aussi projette la jeunesse dans l'avenir qui sera le leur, d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que notre République, et je vais aller au hub justement retrouver Kevin Eliès pour ça, est-ce que notre République arrive à transmettre ce discours? Il y a des atteintes à la laïcité, Kevin. Est-ce que tout simplement, elles sont en hausse ces dernières années? Eh bien, écoutez, Loïc, je voudrais vous montrer un premier chiffre. Regardez, c'est celui-là, moins 52%. C'est une baisse, moins 52% de signalements d'atteinte à la laïcité. En un an, on était à un niveau très haut, 3896 signalements entre septembre et décembre 2023. Et on est tombé à 1848 signalements entre septembre et décembre 2024. On va regarder cette évolution sur les 3 dernières années. Alors on le voit, c'est relativement stable avec quelques pics parfois de temps en temps. Le plus gros pic, c'était entre septembre et octobre 2023. On le voit, ce sont les plus gros chiffres de signalements. Ce sont des signalements à niveau mensuel. Et ça correspond en général à des faits d'actualité. Par exemple, à cette époque-là, ça correspondait aux hommages aux différents professeurs assassinés ou encore à l'interdiction de l'abaya. Et à noter que c'est depuis cette période également que les remontées se font de manière systématique et quotidienne sur ces atteintes à la laïcité. À noter qu'aujourd'hui, un dernier relevé, juin 2025, on a 424 atteintes à la laïcité dans les écoles publiques. Alors, Kevin, c'est quoi une atteinte à la laïcité? Il y a plusieurs types, si j'ose dire, d'atteinte à la laïcité. Effectivement, avant toute chose, je voudrais vous montrer déjà qui sont les auteurs de ces atteintes à la laïcité. La plupart du temps, ce sont des élèves, suivis derrière des parents et un peu plus loin derrière des enseignants. Et il y a ensuite ces atteintes à la laïcité sont surtout le fait dans les collèges et les lycées, mais également dans certaines écoles, certaines écoles primaires. Alors par exemple, vous me posez la question de ce que sont ces atteintes, on va prendre l'exemple du dernier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Les signalements pour revendications communautaires étaient majoritaires, représentaient 17% des signalements sur les 1110 signalements qu'il y a eu. C'est devant les refus des valeurs républicaines, devant le port des signes et tenues à caractère religieux, et c'est devant également les contestations d'enseignement ou encore les refus d'activité. Merci Kevin. Alors justement, avant de retrouver mes invités en plateau, je vais vous faire voir un premier extrait de ce documentaire justement de Christophe Lancelotti, Guillaume Pérez, avec la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, on en parlait. Au nom de mon frère, ce sont les derniers jours de Samuel Paty. Regardez, c'est un documentaire, un extrait très émouvant. Le degré de peur que le collège puisse être attaqué était devenu omniprésent. Dans la salle des professeurs, certains professeurs sont en pleurs, exprimant leurs craintes pour eux-mêmes. Il y a 2 choses qui m'interrogent, moi, sur ça, par rapport à l'équipe éducative. Il y a ceux qui ont eu peur. Alors moi, je veux bien comprendre qu'on ait peur.
et si on commence à avoir peur dans un collège, si on ne fait pas bloc, parce que l'intérêt d'une équipe, pour qu'elle puisse se protéger, c'est de faire bloc. Après, on peut se poser la question de la formation de certains profs à la laïcité et au respect de la laïcité, viscéralement. Est-ce que tous les profs de collège défendent la laïcité de la même manière? Je n'en suis pas sûre. Est-ce qu'on les a formés à ça? Je n'en suis pas sûre. Et est-ce qu'eux-mêmes portent ce message-là? Je n'en suis pas sûre. Et c'est là aussi le fond du problème de l'éducation nationale aujourd'hui. L'éducation nationale qui est questionnée, je minimise pas du tout le travail très complexe des enseignants de l'éducation nationale, mais les derniers jours de Samuel Paty, ses proches disent il n'a pas été soutenu. C'est très vrai. C'est très très vrai. Enfin là, il y a quand même eu des informations très précises qui ont été établies. Il n'a pas été soutenu, y compris même par la mairie de sa commune, qui avait été sollicitée, je crois, par la police municipale. Donc oui, mais au-delà de ça, il y a une sorte de carrefour, de conjonction, de choses assez compliquées et différentes. Il y a d'un côté l'islamisme et d'un autre côté aussi la crise du système éducatif français. Depuis Samuel Paty, combien avons-nous eu de ministres de l'éducation? 7. Bon, les classements internationaux, il y a 30 ou 40 ans, tout le monde était convaincu que la France, c'était le meilleur pays pour l'éducation. Aujourd'hui, on sait qu'on est un pays moyen. Je ne dis pas nul, mais moyen. Enfin, il y a tout un ensemble. Alors, Michel, je suis désolé de vous couper parce qu'on est en direct, c'est une émission de direct et Donald Trump est en train de prendre la parole sur une annonce sur Vladimir Poutine. Il a eu Vladimir Poutine au téléphone et il rencontre Zelensky demain. Nous en saurons plus demain aussi avec le président Zelensky quand je l'aurai rencontré. Le problème, c'est que Zelensky et Poutine ne s'entendent pas bien. Donc, parfois, peut-être qu'il faudra envisager une rencontre séparée. En tout cas, il va falloir se rencontrer. La relation entre Poutine et Zelensky est vraiment atroce. Moi, j'ai vu des choses que personne n'imaginerait. Bref, je vais rencontrer le président Poutine en Hongrie, sous l'égide du président Orban. Ça va être quelque chose. La semaine dernière, 7000 personnes ont été tuées, c'est complètement fou. Et vous savez, ça ne touche pas notre pays, nous ne perdons pas de civils, pas d'Américains. Ce sont des Russes, des Ukrainiens surtout qui meurent. Et je pense qu'on va y arriver bientôt. Ma relation avec le président Poutine, je pensais que ça allait améliorer pas mal de choses, que ça améliorerait un règlement rapide du conflit, mais non. Ça fait de nombreuses semaines depuis notre rencontre et rien ne s'est passé. Le président Poutine vous a-t-il donné des messages? J'ai plutôt l'impression que pendant toute ma vie, j'ai fait des accords et que ces accords étaient des bons accords. Moi, j'ai mis un terme à 8 guerres. Personne n'en a fait autant. Vous pensez que Bush, Biden ont mis un terme à tant de guerres? Non, pas possible. Biden, non, il n'a mis un terme à aucune guerre. Personne n'a mis un terme à autant de guerres que moi. Je pense que ça fera 9 guerres en tout, bientôt. Oui. Je rencontrerai le président Poutine d'ici 2 semaines. D'abord, ce sera Marco Rubio qui rencontrera ses homologues. Il y aura toute l'équipe sur le coup, Steve Witkoff notamment. Et les missiles, on en a un peu parlé, mais très peu. J'ai entendu le président Zelensky qui disait qu'ils avaient besoin des missiles Tomahawk. Mais vous savez, il faut faire attention à nos stocks aussi. Ces missiles, ils sont puissants, ils sont précis, mais nous en avons besoin également. Donc on verra. Une deuxième rencontre avec Poutine changera-t-elle les choses? Oui, la rencontre en Alaska, c'était la première étape. On verra ensuite.
Il fallait régler la situation après la catastrophe qu'avait commencé Joe Biden. Il fallait éviter la Troisième Guerre mondiale, ce que j'ai fait. Pendant 4 ans, la situation a empiré. J'ai parlé avec le président Poutine de l'Ukraine, mais en fin de compte, les décisions qui ont été faites avant moi, c'était des très mauvaises décisions. Regardez maintenant, il y a des millions de personnes qui sont mortes. La situation est atroce et moi, ce que je fais, c'est que j'ameilleure la situation. Et je le fais également pour aider les Européens, l'Europe. Eux, ils n'y arrivent pas forcément, mais moi, j'y arrive. Nous allons être couronnés de succès, nous et nos efforts. Nous allons sauver énormément de vies. Si les élections américaines n'avaient pas été truquées et tout cela, ça ne se serait pas produit. Mais bon, c'est comme ça. Mais on va avoir des résultats. You mentioned a $1,300 drug at the top of this. Were you referring to the weight loss drugs? I was referring to Ozempic or the fat loss drug. So those are going to be $150 out of pocket for Americans. Voilà, vous avez entendu en direct la déclaration de Donald Trump qui répondait aux journalistes. Très important, les équipes américaines et russes vont se rencontrer dans les jours qui viennent. Et Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront à Budapest, en Hongrie. Donald Trump qui a rappelé que 7000 personnes avaient été tuées la semaine dernière en Ukraine. Ça n'est pas notre combat. Il n'y a pas d'Américains qui meurent, a dit le président américain. Mais il faut empêcher la Troisième Guerre mondiale, évidemment. On continuera à développer cette actualité, notamment dans le 23 heures de Julien Benedetto. On revient sur notre débat interrompu par la parole présidentielle américaine. Je voulais absolument qu'on termine ce débat fondamental sur cet hommage, l'anniversaire des 5 ans de la décapitation de Samuel Paty. On va revenir sur un extrait de ce documentaire dont je vous parlais avec nos invités en plateau, documentaire extrêmement émouvant sur les derniers jours de Samuel Paty, co-réalisé avec sa sœur. Et écoutez ce discours assez terrible, assez triste sur notamment la République et l'éducation nationale. Écoutez. J'aurais aimé vous dire, il y a un avant et après Samuel Paty. Et je l'ai pensé. Et aujourd'hui, en fait, je ne le pense plus. Je pense que nous fabriquons de l'amnésie en permanence, que beaucoup de gens n'ont pas compris ce à quoi nous avons affaire, ne font pas de lien entre les événements, que ce soit ici ou ailleurs, et finalement fuient un peu cette réalité anxiogène que nous promettent les assassins. Moi, j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas d'avant et après Samuel Paty. C'est-à-dire qu'en fait, l'après Samuel Paty, c'est un monde où faire court est devenu, pour certains sujets, un engagement ou une question. Pour certains délicates. En tout cas, quand on aborde la liberté d'expression, je suppose qu'on le fait avec plus de précaution ou de militantisme ou de courage, alors qu'en principe, faire court, ça devrait être simple. Je regarde la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'on n'a pas pu donner le nom de Samuel Paty au collège du Bois-d'Aune, qu'il est devenu courant dans l'établissement scolaire lorsqu'on menace un professeur ou qu'on parle d'un professeur entre gamins, on dit « je vais lui faire un Samuel Paty », et que l'évocation de son nom provoque une frayeur considérable, à tel point que un enseignant de moins de 30 ans sur 2 refuserait d'être nommé dans un établissement portant le nom de Samuel Paty. Moi, je suis atterrée que le collège où il travaillait ne porte pas son nom. Si déjà on n'a pas le courage de nommer le collège Samuel Paty, là où il a travaillé, et là il a été assassiné, enfin décapité, ayant pas peur des mots, à quelques mètres de son collège, c'est déjà pour moi de la faiblesse. Ah non mais clairement. C'est une page dramatique de l'éducation nationale qui s'est écrite ce jour-là. Vraiment. Et il faut que l'éducation nationale en ait conscience. Michel Vieux-Viorca, je vais vous faire une confidence à tous les trois. Vous savez peut-être, j'ai été correspondant à Londres et aux États-Unis pendant 10 ans. J'étais 5 ans aux États-Unis, donc pendant que se sont passés les événements tragiques. Je m'attendais en rentrant des États-Unis il y a 2 ans à ce qu'il y ait des milliers de rues Samuel Paty, de collèges Samuel Paty en France, sur les 36 000 communes de France. Je crois qu'il y en a à peu près 70. C'est quand même une goutte d'eau.
Michel Vieux-Villorca, est-ce que c'est normal que la République n'ait pas tout simplement plus honoré un héros de la République, un enseignant? Votre question, c'est déjà presque la réponse. Le modèle républicain français est en crise. Et l'école républicaine, qui est le cœur de ce modèle, va très mal. Les enseignants ne sont pas préparés, ou insuffisamment, la peur règne, l'administration semble incapable de prendre la mesure de certains événements, etc. Et tout ça, c'est un problème de société, à la fois global et propre au système éducatif, en plus du fait que nous sommes dans une société où l'islamisme a pu trouver sa place. Donc c'est la crise du modèle républicain qui est en jeu dans ce que vous décrivez, cette difficulté à être à l'offensive, et on n'est pas du tout à la fin du 19e siècle, au moment où, au contraire, les enseignants construisaient la République. Abdelali Mamoun, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, vous disiez très justement tout à l'heure, hein, l'islam évidemment est soluble dans la République, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour progresser là-dessus? D'abord, ne pas rendre le mal... Vous êtes bien au courant évidemment des stigmatisations et puis aussi des amalgames qu'il peut y avoir. Ne pas rendre le mal par le mal, c'est-à-dire rendre le mal par le bien, effectivement en rendant hommage à ce personnage qui a été victime de la barbarie, Samuel en Paty, nommant autant qu'il le faut des lieux de son nom. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. Mais rendre le mal en considérant l'ensemble de la composante musulmane comme étant victime collatérale de cette tragédie et d'en faire, si l'on peut appeler ça comme ça, bouc émissaire, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et là je suis aussi là pour le dire, et pour dire ce que ressent l'ensemble de la composante musulmane de France, c'est-à-dire une énorme frustration. Ils sont profondément attristés par cette discrimination dans laquelle ils sont accusés, ils sont constamment ostracisés, ils sont constamment montrés du doigt, ils sont coupables jusqu'à qu'ils prouvent le contraire. Aujourd'hui, les musulmans en ont marre que quand on parle d'Emmanuel Paty, c'est eux qui sont visés. C'est pas simplement on victimise la victime et on considère qu'il y a eu quelqu'un qui a subi une injustice. Non, il faut aussi trouver le coupable, et le coupable le plus facile, c'est le musulman lambda. Donc pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Et là-dessus, nous sommes profondément inquiets de l'avenir qu'aujourd'hui nous réserve la politique française, mais aussi la classe médiatique, etc., à l'égard de la composante musulmane qui, je le répète, il faut le dire, il y a eu un sondage de l'IFOP qui montre que les 5 dernières années, 2 musulmans sur 3 ont fait l'objet de musulmanophobie, c'est-à-dire d'actes anti-musulmans. Et ça ne peut pas continuer. Oui, nous sommes de tout cœur avec Samuel Paty, mais nous n'avons pas à payer la barbarie des autres. Xavier Boissel, le mot de la fin, je m'adresse évidemment à l'enseignant que vous êtes. Ce qu'on a entendu là dans le documentaire, pourquoi la République, l'éducation nationale, on sent que des profs peut-être ont peur de donner cours, de parler tout. C'est peut-être valable sur la religion, c'est peut-être valable sur les SVT, les sciences et vie de la Terre. Et pourquoi l'école a peur, et à travers elle, est-ce que la République s'est couchée? Au risque de déplaire et d'être un peu virulent, je dirais effectivement que la faillite institutionnelle est totale. Donc effectivement, c'est une faillite intégrale. C'est pas simplement Samuel Paty, c'est pas simplement quelqu'un qui a été assassiné par un terroriste islamiste. C'est aussi une somme de voleries, de pleutreries. Donc dans la chaîne, hein, évidemment. Hein, Une journaliste qui est d'ailleurs journaliste à France Télévisions a fait un livre très émouvant sur ces petits renoncements qui tuent. Oui, bien sûr. Absolument, en recueillant la parole d'enseignants. Absolument, c'est une somme de petits renoncements. Quand on lit aussi le livre de David Dinota sur ce qui est arrivé donc à Samuel Paty, on voit très clairement que c'est quelqu'un qui a été lâché par tout le monde, qui a été aussi lâché par certains de ses collègues. Et donc, oui, là, c'est absolument épouvantable. La faillite est totale. Moi, je rejoins totalement ce qui a été dit donc, par M. Vieux-Villorca. L'école, c'est le lieu même de la transmission. C'est pas par hasard qu'on s'attaque à ça. Pas par hasard, parce que c'est en plus, en France, on a une tradition républicaine qui remonte à Montaigne, qui remonte à Rabelais. Et c'est pas par hasard qu'on se soit attaqué à l'école, parce que c'est justement le lieu de l'émancipation, c'est le lieu où on apprend l'esprit critique, l'autonomie du sujet. Hein. Et ça, c'est un projet qui remonte aux Lumières, hein, donc la déliaison, hein, donc la lutte contre toutes les hétéronomies, qu'elles soient
religieuse, économique, l'absolutisme politique, etc. Et c'est ça qui a été attaqué, frontalement. C'est ça qui est attaqué. Et bien sûr, comme on est aussi dans une crise, pas seulement politique, mais de l'école et de la transmission, ce que vous avez expliqué très bien tout à l'heure, voilà, le professeur, c'est peut-être un des personnages les plus honnis de France. Il y a une détestation de la figure du professeur. Et puis, voilà, ils sont seuls, ils sont orphelins dans leur classe, devant leurs élèves. Et puis, ils sont en première ligne et c'est compliqué, c'est très compliqué. Un constat inquiétant. Merci beaucoup de l'avoir partagé, Xavier Boissel. Merci à tous les trois d'être venus. Émission un petit peu chamboulée, vous l'avez entendu, par la prise de parole il y a quelques minutes de Donald Trump qu'on a diffusée en direct.